Christian Arbelot, bonjour. Bonjour. Dans notre podcast précédent, nous avons fait une pause concept sur la perte de mémoire opérationnelle dans la guerre d'information. Aujourd'hui, pour ce 32e épisode de 50 ans de guerre d'information, vous avez voulu traiter de la mémoire opérationnelle sur la guerre d'information à propos de la guerre du Vietnam. Alors pourquoi et avant toute chose, sur quoi vous appuyez-vous? Alors, pour construire le podcast 32, je me suis appuyé en fait sur deux ouvrages. Le premier est un ouvrage d'un journaliste qui s'appelle Nel Sheehan et qui a été traduit en France en 1990 par les éditions du Seuil sous le titre L'innocence perdue. Et le second est un ouvrage de William Colby, qui a été l'ancien patron de la CIA, et qui a publié un ouvrage, lui, traduit en France par les éditions Perrin en 1992. Et le titre évocateur, ça s'appelle Vietnam, histoire secrète d'une victoire perdue. Alors pourquoi ces deux ouvrages? Premièrement, parce que le premier a été un best-seller sur lequel je vais revenir pour démarrer ce podcast 32 et aller sur le fond du problème, qui est la mémoire opérationnelle de la guerre de l'information au cours de la guerre du Vietnam par les États-Unis. Et le second, parce que c'est un rétexte, en fait, d'un homme qui a été impliqué sur le terrain, William Colby, car avant d'être directeur de la CIA, cet homme a été agent opérationnel et il a été notamment envoyé au Vietnam dans l'antenne de la CIA à Saigon. Et il a donc largement pu être acteur et observateur de ce qui se passait à ce moment-là. Alors je reviens justement sur ce premier ouvrage qui, je le répète, donc L'innocence perdue de Nel Sheehan, qui, je le répète, donc a été un best-seller. Alors pourquoi ce premier ouvrage, donc écrit par un journaliste, sur l'histoire d'un militaire américain, un lieutenant-colonel, qui s'appelle Jean-Paul Vann. Alors, Jean-Paul Vann, c'est un personnage très intéressant pour deux raisons. La première, c'est parce que il démissionne de l'armée américaine en 1962 et il démissionne de l'armée américaine alors qu'il est au Vietnam. C'est un de ces fameux conseillers militaires américains que les États-Unis ont envoyé avant de se lancer réellement dans la guerre du Vietnam en envoyant des troupes au sol, puis tout l'arsenal militaire qu'on a connu par la suite, notamment au milieu des années 60 jusqu'à leur retrait au début des années 70. Et cet officier, lorsqu'il démissionne, il explique que les Américains ne peuvent pas gagner la guerre du Vietnam. Donc c'est très intéressant parce que c'est un ouvrage, donc l'ouvrage journaliste qui parle de cet officier, qui retrace justement l'histoire de cet officier, le rôle qu'il a pu jouer au tout début, avant même que les États-Unis s'impliquent réellement sur le terrain, et la lucidité qu'il a eue parce que l'ouvrage journaliste revient sur le pourquoi et le comment cet officier américain a sorti cette analyse critique, l'a envoyé à sa hiérarchie et a démissionné. Et dans cette analyse critique, là, on est vraiment dans une mémoire opérationnelle a priori et non pas a posteriori. C'est-à-dire que l'officier John Paul Vann démontre à sa hiérarchie en 1962 que ça ne sert strictement à rien de s'impliquer dans un effort de guerre au Sud-Vietnam compte tenu de la réalité même du Sud-Vietnam, sur laquelle je vais revenir. Alors, pour aller un peu plus loin dans l'originalité du personnage Jean-Paul Vann, je vais me projeter dans la scène qui est le tout début du livre qui s'appelle L'innocence perdue, donc, et qui est la scène de son enterrement. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler de cet enterrement qui a eu lieu le 16 juin 1972, et je reviendrai un peu plus tard sur les circonstances de sa mort d'ailleurs. Aux funérailles de John Paul Vann, il y a présent les principaux acteurs, en fait,
de la guerre du Vietnam. Et ça, c'est quand même assez rare pour être souligné, parce que ce sont des acteurs qui ne sont pas forcément alignés sur la même pensée à l'égard de la guerre. On peut même dire qu'on a là 3 types de personnages. Quels sont les 3 types de personnages? Les premiers, c'est le sommet, en gros, du système militaire américain. Pourquoi? Parce que on a le général Westmoreland qui a joué un rôle très très important dans le déploiement justement de ce système militaire, et il est présent à l'enterrement, mais il n'y a pas que lui, c'est-à-dire il n'y a pas que l'armée représentée, il y a aussi d'autres individus, et ces autres individus, qui sont-ils? Alors, il y a un homme qui est la parfaite antithèse de Westmoreland, qui s'appelle Daniel Ellsberg, un ancien analyste qui a travaillé pour la Rand Corporation et qui est un personnage considéré comme très sulfureux à ce moment-là, puisqu'il a rendu public 7000 pages de documents top secrets qu'il avait récupérés, des documents donc du Pentagone, et qu'il a transmis à la presse américaine et qui ont fini par sortir dans cette presse américaine, ce qui a été un énorme scandale. Pourquoi? Parce que dans ces 7000 pages, on voit apparaître un dialogue entre le Pentagone, l'armée américaine et le pouvoir politique américain. Et on voit évoluer en fait les positions du Pentagone, de la haute hiérarchie militaire américaine et du pouvoir politique. Et cette évolution, elle est d'autant plus intéressante qu'elle n'est pas, bien entendu, rendue publique. Et on peut conclure à la lecture de ces 7000 pages que le pouvoir politique, le Pentagone et la haute hiérarchie militaire américaine ont caché la réalité au peuple américain. C'est-à-dire que plus ils progressent dans la guerre, plus ils se rendent compte qu'ils s'enlisent dans cette guerre, plus ils se rendent compte qu'ils se heurtent à des questions insurmontables, à commencer par la corruption du régime, voire des pouvoirs politiques qui vont se succéder à Saigon et qui seront totalement incapables de faire face à l'ennemi nord-vietnamien et l'ennemi local, c'est-à-dire le Viet Cong, les réseaux communistes qui sont alimentés par le Nord-Vietnam au Sud-Vietnam. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce Daniel Ellsberg, donc, qui est considéré en fait comme un traître aussi bien par le pouvoir politique donc, que par le Pentagone et la hiérarchie militaire américaine, il est là présent aux funérailles, aux alentours de Westmoreland. Et je vous laisse imaginer déjà l'ambiance à cause de sa présence. Mais il n'y a pas que ce genre d'individu, il y a aussi et surtout d'autres personnes qui ont joué un rôle dans la guerre secrète en fait menée par les États-Unis au Vietnam. Et ces autres personnes, c'est notamment le général Edward Lansdale. Alors lui, c'est vraiment un personnage historique du monde du renseignement américain. Pourquoi? Parce que on a déjà parlé de lui dans un podcast précédent, notamment quand on a traité de la question des Philippines et la manière dont les Américains ont lutté contre la guérilla communiste aux Philippines. Et cet homme, en fait, qui est considéré comme un homme légendaire du renseignement américain, pourquoi? Parce qu'aux Philippines, justement, c'est une victoire américaine contre une guérilla communiste, et on va l'envoyer de nouveau en Indochine, parce qu'il y était déjà allé, et il revient en Indochine en 1954 pour justement imposer, entre guillemets, une solution américaine après le départ des Français à travers un individu qui s'appelle Diem et qui va être l'homme fort du nouveau régime qui s'installe à Saigon après donc la défaite française à Dien Bien Phu, les accords de Genève, la partition de l'Indochine en 2 pays, d'un côté le Nord-Vietnam, de l'autre côté le Sud-Vietnam. Et cet homme, donc, Lansdale, va vraiment être le chef d'orchestre dans l'ombre du nouveau pouvoir
pour appuyer l'installation d'un régime à Saigon, donc qui va être anticommuniste, qui va tenter de tenir tête au régime communiste, lui installé au Nord-Vietnam, à Hanoï. Donc, Lansdale est présent à cet enterrement, et pas très loin de lui, on a un autre homme, alors presque aussi légendaire que lui, mais pas pour les mêmes raisons, qui s'appelle William Colby, qui lui a joué vraiment un rôle non négligeable au Vietnam, puisqu'il a été chef de poste de la CIA et qu'il a joué un rôle important dans la direction des opérations de la CIA avant d'en devenir le patron. Alors ce William Colby, pourquoi je dis qu'il est d'une certaine manière un personnage légendaire? Parce que dans cette guerre secrète, il a été un artisan vraiment de ce qu'on a appelé les opérations clandestines, et pas n'importe lesquelles. J'y reviendrai plus tard lors d'un second podcast consacré justement au Vietnam. Et pourquoi je dis pas n'importe quel rôle dans les opérations clandestines? Parce qu'il y a eu toute cette démarche, plus que borderline, à travers un plan qu'on a appelé le plan Phoenix. Mais je m'arrête là, on en reparlera lors du second podcast. Donc vous avez tous ces personnages, donc vous avez une ambiance, donc vous avez des funérailles dont l'ambiance est particulièrement lourde parce que personne n'a oublié la personnalité de la personne qu'on est en train d'enterrer, donc ce fameux lieutenant-colonel Jean-Paul Vannes. Personne n'a oublié que lorsqu'il démissionne de l'armée en 62, il dit « faut partir et il ne faut pas continuer la guerre du Vietnam ». Et personne n'a oublié non plus que ce même Jean-Paul Vannes va quand même revenir au Vietnam en 65, alors non pas comme militaire, mais comme civil, et qui va travailler entre 1965 et 1971 comme un personnage très particulier, puisqu'il va travailler pour le USAID, donc une agence de développement international créée en 1961 par le président John Fitzgerald Kennedy. L'USAID, United States Agency for International Development, est l'agence des États-Unis pour le développement international. Cette agence travaille sous la supervision du président des États-Unis, du département d'État et du Conseil de sécurité nationale. Et l'USAID, c'est le prototype de ce qu'on va définir plus tard comme les agents actifs non militaires dans les démarches d'influence, parce que l'USAID va intervenir sur le terrain de la pacification, donc déjà avec un affichage humanitaire, l'aide humanitaire, mais derrière l'aide humanitaire se cache en fait une agence qui fait de l'influence et qui va d'ailleurs poser un certain nombre de problèmes parce que elle est dans une nouvelle dynamique. Elle bouscule un peu la CIA qui, en tant qu'agence de renseignement au Vietnam, essayait justement de s'impliquer dans des programmes de pacification et qui étaient très différents, puisque là, il s'agissait plutôt de déplacer des populations et de faire en sorte que ces populations passent sous un contrôle politique fort du régime sud-vietnamien installé à Saigon, qui, je le répète, luttait contre l'influence communiste du Nord venant de ce nouveau pays qu'était le Nord-Vietnam à l'époque. Et donc, ce Jean-Paul Vannes, entre 65 et 71, devient un agent actif d'influence avec, en plus de ça, une particularité, c'est qu'il va être le conseiller pour toute la zone des hauts plateaux et des provinces voisines de la côte d'un général sud-vietnamien qu'il connaît bien. Et ça va être un conseiller particulier parce que, en fait, il va partager avec ce général le commandement des opérations militaires. Et ces opérations militaires impliquent quand même 158 000 soldats sud-vietnamiens. Donc c'est très étrange le parcours de Jean-Paul Vannes. Il démissionne de l'armée américaine en 62 et en 71, il meurt dans un accident d'hélicoptère sur une zone de combat alors qu'il co-dirige, on peut dire, des opérations militaires sud-vietnamiennes et que lui est un agent d'influence dans le domaine civil.
Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu un peu marquer ces paradoxes, c'est-à-dire à la fois lors de ces funérailles, on a présent des gens qui ne sont pas forcément amis, qui n'ont pas forcément développé les mêmes idées sur le terrain, et on a aussi, d'une certaine manière, une première photographie de l'incohérence de la politique américaine au Vietnam. Pourquoi incohérence? Alors, là, il faut que je m'arrête une seconde sur le mot incohérence. Pourquoi incohérence? Parce que si je reviens sur Lansdale, quand il arrive à Saigon pour remplacer les militaires français et trouver une solution politique par l'arrivée de ce fameux Diem. Lansdale, il arrive fort de sa victoire aux Philippines, fort de ses certitudes. Il arrive aussi avec une très très bonne connaissance de l'ennemi, puisque faut quand même se souvenir d'une petite chose, c'est que ce sont les Américains qui, durant la Seconde Guerre mondiale, vont former ce qu'on va appeler ensuite le Viet Minh, former et armer les premiers maquis qui deviendront ensuite la base constitutive de l'organisation politico-militaire à laquelle la France va se heurter à partir des lendemains de la Seconde Guerre mondiale quand elle veut revenir en Indochine et finalement reprendre le pouvoir, reprendre les rênes du pouvoir en Indochine, ce qu'elle va faire à partir de 46-47. Donc, incohérence, pourquoi? Parce que les Américains, finalement, vont armer, durant la Seconde Guerre mondiale, leur futur ennemi. Ils vont l'armer, pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils sont installés en Chine, ils sont contre les Japonais, et ils cherchent à tout prix des alliés. Ils cherchent à tout prix à affaiblir, justement, ces fameux Japonais. Et là, ils tombent sur les Vietnamiens, et pas n'importe lesquels, ce sont des communistes vietnamiens, et ces communistes vietnamiens sont dirigés par Ho Chi Minh et Giap. Et ces deux personnages sont très malins, puisqu'ils ne vont surtout pas afficher leur ancrage au communisme international, et ils vont surtout se présenter comme des gens qui vont lutter contre les Japonais pour chercher ensuite à ce que les territoires indochinois obtiennent leur indépendance. Je parle de territoire indochinois parce qu'il y en a plusieurs en fait. Il n'y a pas encore cette unité de façade que les Français vont présenter comme l'Indochine. Donc ça, c'est un point très important dans le mot incohérence, c'est-à-dire que les États-Unis, et notamment l'OSS, la première forme des services de renseignement américains durant la Seconde Guerre mondiale, L'Office of Strategic Services, l'ancêtre de la CIA. crée ex nihilo la force politico-militaire qui va réclamer l'indépendance après la défaite du Japon, mais qui est en fait une force communiste. Et cette force communiste, après qu'elle ait grossi et battu les Français en 54 à Dien Bien Phu, va devenir l'ennemi des États-Unis dans la seconde phase de cette guerre, c'est-à-dire celle qu'on va appeler la guerre du Vietnam. Donc, premier élément d'incohérence. Deuxième élément dans l'incohérence, c'est que Lansdale, quand il revient justement au Vietnam, de quoi parle-t-il à ce moment-là? Il dit, voilà, j'ai vaincu les communistes aux Philippines, donc je vais appliquer les mêmes recettes au Vietnam, puisqu'elles ont fonctionné aux Philippines. Et c'est là où il va complètement se tromper, parce que, en fait, Lansdale commet une erreur d'analyse, on peut dire, ou du moins découvre que les contextes ne sont pas du tout les mêmes, dans la mesure où, aux Philippines, il était plus facile pour les Américains de lutter contre la guérilla communiste à cause des réalités géographiques et à cause aussi, surtout, du fait que les communistes étaient surtout influents dans la minorité de la population chinoise et avaient énormément de mal, en fait, à élargir leur influence sur
la totalité de la population philippine. Je vous renvoie au podcast très précis qu'on a fait d'ailleurs en 2 parties. On a consacré 2 podcasts au cas philippin, parce que c'est un cas excessivement riche à rebondissements en plus. Oui, nos podcasts 28 et 29. Donc si je reviens sur le dénommé Landsdal, au Vietnam, en fait, qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre que ceux qui sont en situation de minorité, c'est pas la force communiste, c'est justement la force que Landsdal va essayer de défendre. Pourquoi ? Parce que Ngo Dinh Diem, le fameux catholique qui prend la tête du Sud-Vietnam à la fin des années 50, sur quoi repose son assise ? Sur quoi repose sa légitimité ? Sur des forces très fragmentaires. Sur des politiciens d'abord, qui sont anticommunistes mais qui sont rivaux, sur des dissidents pro-français de l'armée sud-vietnamienne qui vont devenir très vite assez hostiles à Diem. Les partisans de Diem dans l'armée sud-vietnamienne, on va très vite découvrir, sont surtout des généraux corrompus qui n'ont pas tellement envie de se battre contre les forces communistes installées au Sud-Vietnam. Et puis, en plus de ça, Diem, qui est catholique, va se retrouver confronté aux bouddhistes et à la population qui écoute les moines bouddhistes au Sud-Vietnam. Et il y a en plus les armées privées de ce qu'on appelle les confréries criminelles qui sont pas forcément en odeur de sainteté auprès de Diem, parce que c'était surtout des armées privées qui avaient combattu aux côtés des Français. Et le départ des Français du Sud-Vietnam ne s'est pas passé simplement, d'abord parce que la France gardait finalement un souvenir mitigé de l'aide américaine durant la guerre d'Indochine, et notamment parce qu'il y a tout un débat, je ne vais pas revenir dessus, mais sur la bataille de Dien Bien Phu, où l'armée française aurait souhaité que l'aviation américaine intervienne de manière beaucoup plus massive qu'à travers une aide purement logistique, et donc intervienne directement pour briser net les troupes du Viet Minh, et surtout l'aide chinoise qui a aidé ces troupes du Viet Minh à gagner contre l'armée française à Dien Bien Phu, car sans cette aide chinoise, plusieurs dizaines de milliers quand même de personnes dans la fonction logistique, jamais le Viet Minh n'aurait gagné la bataille de Dien Bien Phu. Faut quand même pas oublier ce petit détail au passage. Bref, le régime Dien est un régime fragile, n'a pas de population unifiée derrière lui. Il est contesté par différentes fractions de ce régime fragile, et Landsdal, malgré toutes ses qualités d'officier de renseignement très performant, ne pourra strictement rien y faire. C'est ce qui explique donc l'extrême incohérence de la démarche américaine dans la première phase, c'est-à-dire avant même que l'armée américaine ne débarque au Vietnam et n'y déploie plusieurs centaines de milliers d'hommes et n'y perde in fine 58 000 soldats. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose d'assez étonnant. Et quand je parle de mémoire opérationnelle, là je souligne de plusieurs traits l'importance de ce que doit être une mémoire opérationnelle. C'est-à-dire, n'oubliez pas ce que je viens de dire, on a un bilan de l'OSS durant la Seconde Guerre mondiale. Cette première partie de mémoire opérationnelle aurait dû souligner que les Américains ont été en fait à l'origine de la création politico-militaire du Viet Minh en croyant ou en faisant semblant de croire qu'ils aidaient une force qui se battait d'abord et avant tout pour l'indépendance. Ils l'ont aidé parce que les Américains ne souhaitaient pas que les Français se réinstallent en Indochine. Ensuite, cette force, elle a sorti les Français d'Indochine, mais après, elle est devenue la force qui s'est opposée à l'installation des Américains au Sud-Vietnam, et elle est devenue leur ennemi. Donc, vous voyez que s'il y avait eu vraiment quelque chose de pointu dans la mémoire opérationnelle américaine, Landsdal, en arrivant au Vietnam fin des années 50, début des années 60, il était clair pour lui qu'il ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé. C'est-à-dire que
il était déjà en train d'arriver dans un bourbier total, dans la mesure où les Américains héritaient d'une situation qu'ils avaient contribué à créer en voulant sortir les Français d'Indochine et en étant le bouchon allumeur par la formation des cadres, par la livraison d'armes de cette force communiste qui va devenir leur ennemi. Donc vous voyez le problème du mot incohérence, et je crois que cette incohérence, il ne faut pas, comme on dit, mettre les miettes sous le tapis, il faut la regarder en face. Et c'est très intéressant parce que quand William Colby écrit son ouvrage bien des années plus tard, son rétexte sur la guerre du Vietnam, sur sa guerre du Vietnam, eh bien, on ne voit pas réapparaître ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas ces points de repère cognitifs qui consistent à dire attention, ce bourbier vietnamien, qu'il dénonce d'une certaine manière dans son ouvrage, nous avons largement contribué à le créer au tout début. Et quand on crée un bourbier, il faut en tirer les leçons. Et il faut surtout essayer de voir si on peut s'en extraire du bourbier. Alors, comment s'extraire justement d'un tel bourbier? S'extraire du bourbier, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on est capable, oui ou non, d'avoir de nouveau une approche cohérente pour trouver une solution? Et la solution, surtout, c'est est-ce qu'on peut vaincre l'ennemi qu'on a créé et qui s'est terriblement développé durant les années 50, qui a eu cette victoire symbolique contre la France et qui est devant nous au début des années 60 et qui de nouveau entre en guerre, mais cette fois-ci contre nous et avec des moyens beaucoup plus importants que ceux qu'il déployait contre la France entre 1945 et 1954. Alors, c'est là où on vient sur la remarque qui n'est pas anodine, c'est que visiblement la mémoire opérationnelle américaine, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que si elle avait fonctionné, eh bien on peut dire qu'au Pentagone, on peut dire que dans la haute hiérarchie militaire américaine, et on peut dire que dans les services de renseignement américains, le point de départ, c'est nous sommes dans un bourbier. C'est-à-dire le régime Diem, les années 50, la deuxième partie des années 50 et le début des années 60, c'est un bourbier. Et ce bourbier, on ne va pas le résoudre en envoyant plusieurs milliers de conseillers militaires. On ne va pas le résoudre en envoyant du matériel. On ne va pas le résoudre en commençant à avoir une approche différenciée. Que signifie approche différenciée? L'approche différenciée, c'est d'abord l'approche létale militaire. L'approche létale militaire, c'est justement le symbole, à savoir la politique menée par le général Westmoreland, qui considère que on peut développer au Sud-Vietnam une guerre d'usure, et cette guerre d'usure, elle a un objectif, c'est décimer les guérillas du Viet Cong. Alors, un petit focus d'explication sur les guérillas du Viet Cong. Dans un premier temps, les Américains envoient des conseillers militaires, dont le nombre va s'accroître petit à petit. Ces conseillers militaires, ils vont être envoyés auprès des unités de l'armée sud-vietnamienne. Et pourquoi justement le lieutenant-colonel Jean-Paul Van démissionne en 62? Parce qu'ils se rendent compte que l'armée sud-vietnamienne, malgré la présence des conseillers militaires américains, il fut l'un d'entre eux, elle n'est pas réellement à la hauteur des enjeux. Elle ne cherche pas réellement à affronter la montée en puissance de la guérilla Viet Cong, comme les Américains vont l'appeler. Et ces conseillers militaires, qui ne sont que des conseillers, ils auront bon essayer de se manifester comme ils peuvent, ils ne pourront pas contrecarrer
l'inertie ou les erreurs de commandement de l'armée sud-vietnamienne. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point très important, c'est notamment la manière dont l'armée américaine, quand elle va être déployée réellement au Sud-Vietnam par le président Lyndon Johnson, cette armée américaine, elle va chercher des victoires sur le terrain. Elle va en avoir d'ailleurs, parfois à des prix assez coûteux en hommes en particulier, mais ces victoires, elles n'auront jamais une valeur décisive puisque elles ne permettront pas de détruire le potentiel militaire du Viet Cong. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, ce qui explique d'ailleurs que les États-Unis d'Amérique vont dans un premier temps espérer résoudre le problème en cherchant une solution politique au Sud-Vietnam. Donc les Américains vont renverser le fameux Diem qu'ils avaient installé au pouvoir, ou contribué à installer au pouvoir. Ils le remplacent par des généraux, mais ces généraux, il y a toute une phase d'incertitude après le reversement de Diem. Ils finissent par trouver des généraux qui vont bien, entre guillemets, mais ces généraux sud-vietnamiens, en fait, ne vont pas résoudre les problèmes de fond du Sud-Vietnam. C'est-à-dire, en l'occurrence, ils ne trouveront pas les solutions pour créer une sorte d'unité dans la population, qui serait le contrepoids à l'influence communiste qui se répand notamment dans les campagnes et dans le monde paysan. Donc ça c'est un point qui n'est pas anodin, c'est-à-dire que la solution politique que les États-Unis cherchent à mettre en place au Sud-Vietnam, elle ne fonctionne pas. Et si on passe à la solution létale, à la solution militaire, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a déjà un problème qu'on pourrait qualifier de psychologique. Le ressenti des pertes. Cette expression, elle va jouer un rôle très très important, puisque plus les pertes américaines vont être importantes au Vietnam, plus l'opinion publique américaine va réagir. Et il y aura même un phénomène bascule, comme on dit, au moment de l'offensive du Tet, quand le Viet Cong va attaquer plusieurs dizaines de villes au Sud-Vietnam, et que l'armée américaine, aidée de l'armée sud-vietnamienne, va dans un premier temps être surprise par ces multitudes d'attaques. Ils pensaient contrôler le Sud-Vietnam, puis ils découvrent qu'ils ne le contrôlent pas vraiment. Alors certes, l'armée américaine, aidée de l'armée sud-vietnamienne, vont repousser les forces du Viet Cong et les éléments nord-vietnamiens qui ont franchi le fameux 17e parallèle qui sépare les deux pays. Ça se traduira in fine par une victoire, d'une certaine façon, de l'armée américaine et de son allié sud-vietnamien. Le Viet Cong aura plusieurs dizaines de milliers de morts, va payer très cher cette offensive, mais j'en reviens au mot psychologique. L'offensive du Tet, donc, elle se traduit par, d'une certaine manière, une accentuation du rejet de la guerre du Vietnam par la population américaine, le début d'un mouvement anti-guerre qui ne cessera de croître par la suite sur le sol américain, et le ressenti des pertes, j'y reviens, va être complètement différent. Pourquoi ? Parce que les pertes communistes importantes, je parlais des dizaines de milliers de morts durant l'offensive du Tet, mais globalement, sur l'ensemble de la guerre du Vietnam, il est dit que le Viet Cong et les Nord-Vietnamiens vont perdre à peu près 1 million d'hommes, ce qui est énorme. Les pertes américaines, j'en ai déjà cité un chiffre, c'est 58 000. Les pertes sud-vietnamiennes, côté armée sud-vietnamienne, c'est 300 000. Et il faut rajouter à ça, bien entendu,
l'ensemble des pertes civiles sur le territoire sud-vietnamien comme nord-vietnamien. Eh bien, si on dépasse le simple niveau de l'analyse statistique, on constate que le perdant dans le ressenti psychologique, ce sont d'abord et avant tout les États-Unis qui, en apparence, ont un nombre de pertes beaucoup moins importantes, mais ces 58 000 soldats morts, ça reste malgré tout l'élément décisif du mouvement anti-guerre aux États-Unis et l'élément décisif qui va amener le pouvoir politique américain à quitter le Sud-Vietnam. Donc Nixon est justement auteur de cette décision, mais pas seulement, puisque ça se passe en 2 étapes. D'abord, le retrait des troupes américaines du Sud-Vietnam, et la deuxième étape, c'est l'abandon du soutien militaire américain à l'armée sud-vietnamienne. Ça, c'est ce qui va provoquer d'ailleurs la défaite du Sud-Vietnam, parce que quand vous livrez plus de munitions, quand vous laissez l'armée sud-vietnamienne à elle-même face à une armée nord-vietnamienne qui franchit le 17e parallèle, qui s'ajoute donc aux troupes de guérilla Viet Cong, avec l'aide soviétique et chinoise qui, elle, ne s'arrête pas et augmente, tenez bien compte que le résultat se traduit par une défaite. Donc, défaite militaire de l'armée sud-vietnamienne et retrait militaire de l'armée américaine. Ce qui veut dire que l'approche létale, l'approche militaire, on ne peut pas vraiment dire qu'elle a été convaincante. Et si je reviens sur l'impact psychologique, il y a un aspect que je n'ai pas abordé jusqu'alors, mais qui va s'ajouter au mouvement anti-guerre et au refus de continuer à envoyer des jeunes Américains se faire tuer au Vietnam, c'est l'impact économique. Le coût de la guerre du Vietnam pour les États-Unis, c'est 120 milliards de dollars entre 65 et 73. Ça fait beaucoup. Ça n'a pas été anodin dans l'équilibre de l'économie américaine à l'époque, et c'est évident que ça a joué son rôle. Donc Christian Belot, merci. Pour résumer cette première partie, donc la mémoire opérationnelle n'a pas fonctionné car les incohérences n'ont pas été prises en compte par les Américains du point de vue militaire. Vous avez ainsi abordé cette défaillance du point de vue létal. Et dans notre prochain podcast, nous aborderons cette défaillance, mais du point de vue non létal, c'est-à-dire la non prise en compte de l'ennemi dans ses caractéristiques et la non prise en compte du contexte sud-vietnamien.